de cette proposition de loi. Monsieur Sor. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier Julie Declercq, qui est à mes côtés et qui m'a accompagné dans ce travail, et également ma collaboratrice Maryl, parce que sans eux, nous ne ferions pas forcément autant de travail. La présente proposition de loi d'espèce prévoit la restitution dans un délai d'1 an après sa promulgation du tambour Gigi Ayokwe à la Côte d'Ivoire, qui en a fait la demande en 2019. Cette proposition de loi a été adoptée au Sénat le 9 avril dernier sans modification du texte initial et j'espère qu'il pourra en être de même dans notre Chambre ce matin en commission, puis lundi 7 juillet dans l'hémicycle. Cela permettrait en effet que s'achève dans les meilleurs délais un processus initié il y a plusieurs années. Après une loi comparable ayant permis la restitution de plusieurs biens culturels de grande valeur au Bénin et au Sénégal il y a déjà 5 ans, on se surprend à espérer que cette loi d'espèce pour prévoir une restitution de biens culturels soit la dernière. Non pas pour mettre fin aux restitutions. Ce souhait qui aurait pu trouver librement à s'exprimer il y a encore quelques années semble, heureusement, avoir désormais cédé la place à une reconnaissance largement partagée de la légitimité de restitution bien encadrée. Mais si l'on peut souhaiter cette disparition des lois d'espèces, c'est bien parce que la création d'une procédure administrative adaptée, dérogatoire au principe d'inaliénabilité des collections publiques, devrait être très prochainement soumise à l'appréciation du Parlement, comme l'a assuré à plusieurs reprises Madame la Ministre ici présente. Vous le savez, mes chers collègues, une procédure de ce type existe déjà pour 2 catégories de biens présents dans les collections publiques, les restes humains et les biens ayant fait l'objet d'une spoliation à caractère antisémite dans le contexte des années 1933 à 1945. 2 lois cadres permettent en effet, désormais, de surmonter le caractère inaliénable de ces biens appartenant à des collections publiques pour faciliter leur restitution. Cela doit se faire sous certaines conditions précises de restituabilité et au terme d'un processus d'examen scientifique collégial faisant la lumière sur la provenance et l'identification de ces biens. Nous sommes nombreux ici à avoir eu l'honneur d'adopter ces textes précédemment. Ils avaient fait, vous vous en souvenez sans doute, l'objet d'un très large consensus. L'examen des projets et propositions de loi d'espèces de restitution constitue une occasion passionnante pour les parlementaires que nous sommes de nous pencher sur des sujets aux enjeux fondamentaux pour la mémoire de notre pays. Le contrôle que nous exerçons sur l'inaliénabilité des collections publiques tient à la propriété collective par la nation de celle-ci. Appeler de ses vœux une loi cadre, qui devrait conduire à réduire le rôle des élus dans le processus de restitution, pourrait donc sembler paradoxal de la part du rapporteur de la loi d'espèces. En effet, si cette loi cadre est adoptée, les parlementaires auront un regard beaucoup plus lointain sur le processus de restitution. Ils ne sanctionneront plus par leur vote la sortie des collections publiques qui permet ces restitutions. C'est pourquoi, à mon sens, il nous faudra nous assurer d'introduire dans ces futures lois les mécanismes nécessaires à la préservation, au minimum, de la bonne information des parlementaires, qui devront être tenus au courant de la constitution des commissions scientifiques créées pour l'examen des demandes et du dépôt de celles-ci par les États étrangers. Ne nous interdisons peut-être pas non plus de réfléchir au maintien d'une forme de participation des parlementaires à ces travaux et à ces décisions, peut-être à certains moments clés du processus. La nécessité d'alléger un peu le processus de restitution constitue pourtant une première raison de soutenir l'idée de l'adoption de cette dernière loi cadre, manquant encore au triptyque annoncé après la remise du rapport de M. Jean-Luc Martinez. Une telle loi cadre permettrait ainsi de rendre plus transparents et objectifs des processus encore trop dépendants du pouvoir politique. Les demandes de restitution seraient, en effet, alors considérées selon des critères historiques élaborés par la communauté scientifique, ce qui renforcerait la légitimité des décisions de restituer. Il faut également souligner qu'avec une telle loi cadre, la dernière manquant à son arsenal, la France disposera alors d'un cadre législatif complet et unique pour faire face aux demandes de restitution, manifestant ainsi au niveau international une certaine volonté d'exemplarité et de transparence qui ne peut que lui faire honneur. Loin d'être contradictoire avec cet effort, la présente proposition de loi d'espèces semble déjà être le point d'aboutissement d'un processus similaire à ceux qui pourraient être engagés sous le régime d'une future loi cadre. En effet, l'acte même de restitution du tambour-parleur à la Côte d'Ivoire devrait venir clore un travail collaboratif, culturel, scientifique et diplomatique initié il y a plusieurs années. Mais il devrait surtout, et c'est le point sur lequel je souhaiterais particulièrement insister, être le point de départ de nouvelles collaborations dans un partenariat qui ressortira renforcé par le retour du tambour-parleur.
Le travail en commun, déjà accompli en amont de la restitution, a consisté en la reconstitution du parcours du tambour, en sa restauration et en la préparation de l'écrin que devrait constituer le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, le MCCI, à Abidjan. Je tiens d'ailleurs à saluer en amont le travail qui a été fait par les équipes à la fois du ministère de la Culture et également du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont fortement contribué à ce que ces collaborations soient efficaces, pérennes et constructives. L'objet qui doit être restitué est très impressionnant. Sculpté au XIXe siècle dans un précieux bois d'Iroko, il mesure environ 3,50 m et pèse plus de 400 kg. Nous n'avons malheureusement pas pu le voir au musée du Quai Branly où il est conservé, car il est depuis plusieurs mois dans une caisse au sein de laquelle il sera transporté ultérieurement. Toutefois, sa réplique en 3D existe déjà et a même été projetée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ce qui donne une bonne idée de la ferveur dans laquelle s'inscrit la perspective de son retour. Pour les amoureux du ballon rond, si vous avez déjà assisté à un match de football en Afrique, l'effervescence du public est remarquable et je pense qu'on peut la transposer sur ce que sera ce retour à Abidjan du tambour-parleur. Le tambour-parleur a longtemps été utilisé comme un outil de communication au sein de la communauté Hatchan, servant notamment à alerter les villageois des opérations menées par les autorités coloniales pour le recrutement en vue du travail forcé ou pour l'enrôlement dans les forces militaires françaises. Il aurait d'ailleurs été volé en 1916 par l'administrateur du Cercle des Lagunes, Marc Simon, afin d'empêcher ces formes de communication entre les villages. En somme, il s'agissait pour les occupants de faire taire ce tambour-parleur trop bavard pour mieux asseoir leur autorité. Ainsi, le tambour n'est pas à proprement parler, ou du moins seulement, un instrument de musique, mais il servait plutôt à transmettre des messages codés et à marquer les temps forts de la communauté Hatchan. Selon les mots de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kouakou Bandaman, que nous avons auditionné, c'est, et j'ouvre les guillemets, un outil de gouvernance locale, d'organisation sociale et d'affirmation identitaire. Il est donc un élément important de l'identité spirituelle et culturelle des Hatchans, population autochtone de la région de la capitale ivoirienne actuelle, et sa restitution contribue à une reconnaissance apaisée des souffrances infligées. Le projet de coopération dans lequel s'inscrit la restitution du tambour a permis le développement de nouveaux outils de recherche scientifique, le renouvellement des instruments de médiation culturelle et la formation des professionnels ivoiriens sur place. Là encore, la participation des membres du musée du Quai Branly est particulièrement notoire et notable. La numérisation déjà évoquée du tambour lors de sa restauration a précédé celle de toute la collection du MCCI, ce qui constitue une première sur le continent africain. Sur ce sujet, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec la notion de découvrabilité telle qu'elle avait pu nous être présentée lors du déplacement de notre commission au Québec. En effet, la numérisation innovante de cette collection contribue à étendre l'accès à des contenus culturels francophones partout dans le monde, ce qui participe au rayonnement de la langue française dans toutes ses déclinaisons, mais aussi à la valorisation du patrimoine africain. La formation des professionnels ivoiriens sur place pour utiliser cet outil numérique apparaît en outre de nature à garantir sa pleine appropriation. Les efforts mis en œuvre dans l'anticipation du retour du tambour seront prolongés par des collaborations culturelles pérennes entre nos deux pays, car celles-ci reposent désormais sur un socle de travail commun et une connaissance réciproque des acteurs. L'adaptation des infrastructures du musée d'Abidjan a ainsi mobilisé, sous le pilotage du MCCI, l'Agence française pour le développement, Expertise France, les deux ministères que j'ai cités précédemment, et plusieurs entreprises françaises et ivoiriennes spécialisées dans l'ingénierie culturelle. Le projet culturel dans lequel s'inscrit la restitution du tambour devrait donc avoir des retombées réelles pour les Ivoiriens, en contribuant à renforcer l'offre culturelle locale et le potentiel touristique de la ville. Très concrètement, cela signifie aussi des emplois créés sur place et des compétences développées pour le futur. Dès lors que la proposition de loi sera adoptée, ce que j'appelle, vous l'aurez compris de mes vœux, les modalités de retour du tambour pourront être définies, en pleine coopération avec la partie ivoirienne, qui prévoit, je l'ai déjà dit, des festivités populaires à l'arrivée. La taille de l'objet implique nécessairement un transport en avion cargo, tout à fait particulier, et il appartiendra à la Côte d'Ivoire de déterminer les conditions et le calendrier le plus approprié du retour dans le délai d'1 an après la promulgation de la loi. Le retour du tambour Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire contribuera à la réparation d'une extorsion
commises à l'époque coloniale, mais il sera bien plus que cela. Il sera le témoin de notre prise de conscience de la valeur symbolique de cet objet pour renouer des fils brisés lors de son arrachement à sa communauté. Il manifestera notre volonté de contribuer de façon positive à la redécouverte et à la réappropriation de son histoire par la jeunesse ivoirienne. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire disait même « C'est l'âme des anciens portée par ce tambour qui revient accompagner la jeunesse ivoirienne ». C'est pourquoi, et je l'espère vous en serez convaincus, il apparaît nécessaire à votre rapporteur de soutenir sans réserve et de façon unanime l'aboutissement de ce long voyage. Je vous remercie.